Alors Pierre Quinon, c'était un athlète, un perchiste. C'était le premier Français champion olympique à la perche. C'était en 1984 aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Donc c'est ce jour-là, ce 8 août 1984, qu'il atteint le summum, l'apogée de sa carrière. Il devient champion olympique de saut à la perche en franchissant 5,75 m. C'est pas le favori de ce concours, mais c'est un jeune, il a 22 ans seulement à l'époque, un jeune champion extrêmement prometteur. Au fil de sa carrière, ça a été aussi le premier homme à tenter de franchir la barre symbolique, mythique des 6 mètres. Il a échoué, c'est pas lui qui a franchi le premier les 6 mètres, mais Sergei Boubka, perchiste soviétique à l'époque, en fait, enfin ukrainien. Et il a aussi détenu, mais pendant quelques jours seulement, le record du monde, Pierre Quinon, en franchissant 5,83 m. Mais en l'occurrence, donc c'était un perchiste, premier champion olympique français de saut à la perche. Premier, je dis premier parce qu'il y en a eu deux par la suite, hein. Il y a eu Jean Galfionne en 1996 et puis Renaud Lavillenie en 2012. Mais c'est en ce sens que Pierre Quinon est un athlète extrêmement brillant et en quelque sorte un pionnier. L'ascension et la chute, c'est ça qui est fascinant chez Pierre Quinon, c'est-à-dire qu'il y a l'ascension de ce jeune homme extrêmement brillant, de ce jeune athlète qui réussit et atteint le sommet, l'Olympe en l'occurrence, dès l'âge de 22 ans. Et puis la chute qui va être extrêmement brutale, immédiate, un peu comme d'ailleurs un saut à la perche. C'est cette quête d'un ailleurs chez les perchistes qui est fascinant. La volonté, l'espoir toujours fou et vain de voler en quelque sorte, de s'envoler et même de voler. Et puis la chute, elle est quasi immédiate. Évidemment, le vol est éphémère. Et ça a été le cas aussi dans l'histoire de Pierre Quinon qui, malheureusement, à peine a-t-il été sacré champion olympique, il n'a connu de nombreux déboires physiques, d'une part, de nombreuses blessures qui ont écourté sa carrière. Il n'a jamais retrouvé ce niveau qui fut le sien, et puis des déboires, des problèmes, des blessures psychologiques. Il a connu nombre de difficultés, de vraies maladies psychologiques, de dépression. C'était un personnage extrêmement déchiré, un écorché vif, qui en fait a jamais réussi vraiment à gérer la notoriété, à gérer la gloire, et qui, hélas, est disparu beaucoup trop tôt en se suicidant en août 2011, il y a 10 ans, et même précisément en se défenestrant, c'est-à-dire en effectuant de fait ce qui fut son dernier saut ce jour-là, et ce qui l'a conduit donc à la mort. Le moteur de Pierre Quinon, je crois que c'était la quête d'un ailleurs. Vraiment, il était toujours en recherche d'autre chose, de sensations, alors de vitesse notamment. C'était un grand fan de moto. Il pouvait partir seul, faire des escapades en moto pendant des centaines de kilomètres. Un ailleurs qui pouvait être en altitude. Voilà, il aimait s'envoler, il aimait voler, il aimait autre chose en fait. Il cherchait toujours autre chose. Il cherchait son équilibre ailleurs. C'était quelqu'un d'extrêmement entier, à la fois un peu lunaire, tous ses amis et sa famille d'ailleurs le décrit un peu comme tel, un personnage un peu lunaire, un peu rêveur, et qui avait la passion de l'excès en quelque sorte. C'est d'ailleurs ce qui l'a de fait conduit à sa perte précoce. Et puis il avait aussi dans ses passions, c'était un intellectuel, c'était quelqu'un qui n'était pas obnubilé uniquement par le sport, par la performance, par l'exploit, loin de là, et pas seulement par la conquête, même s'il était ambitieux, tout de suite il se posait la question du sens même de la conquête, et puis il avait une autre passion qui a beaucoup occupé, en particulier les dernières années de sa vie, ça a été la peinture. Voilà, il peignait des jours, des nuits entières. Il a d'ailleurs été exposé dans les dernières années de sa vie, une peinture aussi extrêmement déchirée, extrêmement symbolique et forte, un peu inspirée en particulier de Nicolas de Staël. Il était un grand fan de Nicolas de Staël, ce peintre qui lui aussi a connu un destin tragique et s'est lui aussi suicidé en se défenestrant alors qu'il était encore extrêmement jeune. J'ai toujours bercé depuis mon plus jeune âge dans l'amour du sport et dans l'amour des sports. Mon sport favori, sans doute celui en tout cas que j'ai le plus pratiqué et que je regarde le plus souvent, c'est sûrement le foot, ce qui n'est pas extrêmement original, mais depuis l'âge de 4 ou 5 ans, peut-être, j'ai commencé à taper un peu dans un ballon et c'est toujours une passion, mais que je ne pratique plus depuis longtemps. Je vous rassure, j'ai toujours été très mauvais, c'est-à-dire que dans tous les sports que j'ai adoré, regarder, pour de nombreux, pratiquer pour quelques-uns, le foot donc, mais aussi j'ai beaucoup pratiqué le tennis et le squash lorsque j'étais jeune. J'ai aussi pas mal fait de vélo à l'époque.
et puis un peu couru. Dans tous ces sports, j'ai toujours été mauvais, hein. J'ai toujours eu des performances pitoyables, ce qui, à mon avis, renforce d'ailleurs l'admiration que j'avais pour un certain nombre de champions qui ont bercé mon enfance, mon adolescence. J'étais admiratif de leurs performances parce que moi-même, j'étais incapable de réussir un quelconque exploit. Et c'est vrai que moi, toute mon enfance et mon adolescence sont bercées par des exploits sportifs. Noah gagnant Roland-Garros en 83, j'ai 14 ans, je sais où j'étais et comment j'ai vécu cette victoire. Quinon champion olympique en 84, ou encore parfois par de tragiques défaites. C'est fabuleux parfois, c'est somptueux les défaites, les belles défaites imméritées, totalement injustes. Évidemment, je pense à Séville, match mythique, la demi-finale de la Coupe du Monde 82, France-Allemagne 82. J'avais 13 ans, et je peux vous dire que je fais partie de cette génération qui a survécu à la défaite de Séville, et quand on a vécu Séville et la défaite tragique et ô combien injuste, on peut ensuite surmonter nombre d'épreuves dans son existence. Les héros de mon enfance, c'est d'abord des héros sportifs, effectivement. Pierre Quinon, auquel j'ai consacré ce livre. Et puis, ce sont des sportifs en général qui ont des failles, qui ont des blessures, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Je peux penser à Yannick Noah, par exemple, en tennis. C'est des héros des années 80 en général. Hein. Je suis très années 80, 80s, nostalgique. Yannick Noah, il gagnait rarement. Voilà. Puis il a gagné Roland-Garros, c'était un tournoi mythique. Mais moi, j'ai toujours préféré Noah à Borg ou Lendl, par exemple. Ces machines à gagner extrêmement froides et d'apparence insensible, même s'il ne l'était pas. J'ai toujours préféré Noah et McEnroe. Voilà, McEnroe qui piquait ses colères, qui était insupportable à l'endroit des arbitres. En foot, qui est quand même mon sport favori, j'adorais Dominique Rocheteau. Dominique Rocheteau, l'Ange Vert, ancien joueur de Saint-Étienne puis du Paris Saint-Germain, maintes fois blessé, qui a une carrière aussi qui aurait peut-être pu être encore plus glorieuse qu'elle ne l'a été, voilà, mais qui était un joueur extrêmement attachant, extrêmement sensible, et puis aussi qui avait d'autres centres d'intérêt que le foot, et qui avait des failles aussi. J'aimais beaucoup aussi Michel Platini, surtout que Platini, il est identifié justement à la tragédie de Séville, la demi-finale de 82, donc Platini n'a jamais gagné la Coupe du Monde, et c'était un joueur absolument génial. Et puis j'aimais aussi beaucoup Maradona, qui lui a gagné la Coupe du Monde, mais qui avait une autre particularité, c'est qu'il trichait. J'aimais bien un peu les tricheurs, c'est-à-dire ceux qui justement sont prêts à verser dans l'excès pour masquer un certain nombre de failles et éventuellement à tricher. En vélo, j'adorais le vélo, le cyclisme, j'ai toujours été plutôt Laurent Fignon que Bernard Hinault. Bernard Hinault, pareil, machine à gagner, il a à peu près tout gagné. Laurent Fignon, il a beaucoup moins gagné, il a perdu un Tour de France en 1989 pour 8 secondes, c'était encore une tragédie incroyable du sport, et puis il avait aussi des failles psychologiques et puis physiques aussi, et puis il a fini par tomber malade et par décéder extrêmement jeune, et c'était un personnage extrêmement attachant. Voilà, mes figures, mon panthéon sportif, avec des personnages à chaque fois qui sont fragiles en fait, qui ont des fragilités qu'ils essayent de cacher ou de surmonter par l'exploit. En fait, pour raconter, j'ai mené une double enquête. Voilà, une enquête sur Pierre Quinon, personnage qui me fascinait de longue date et dont le suicide il y a 10 ans m'avait bouleversé. Et j'ai replongé en fait dans sa carrière, dans sa vie. J'ai repris contact avec sa famille. J'ai vu ses deux fils, Jean-Baptiste et Robin, deux jeunes hommes absolument merveilleux qui m'ont fait un récit très juste et très lucide de leur père dans tous ses excès, pour le meilleur et pour le pire, si j'ose dire, l'amour qu'il leur portait et puis les excès qui ont conduit Pierre Quinon à sa perte précoce. Donc les deux, Jean-Baptiste et Robin, m'ont fait un récit extrêmement juste, ni aigri, ni purement rêveur, mais vraiment extrêmement touchant, extrêmement juste de la vie de leur père. Et puis j'ai rencontré aussi des proches d'anciens athlètes qui étaient des proches et des amis de Pierre Quinon. Je pense en particulier à William Moty, qui était un ancien décathlonien de la même génération que Pierre Quinon, qui l'a accompagné tout au long de sa carrière, et qui est d'ailleurs le parrain d'un des deux fils, et qui a raconté de façon extrêmement authentique qui était le jeune Quinon, en fait, ce jeune homme un peu fougueux et entier, et puis Stéphane Diagana, ancien grand champion, aussi grand athlète, champion du monde du 400 haies en particulier, et aussi du relais 4x4, ça c'est en 97 et en 2003, voilà, et Stéphane Diagana, c'est un conteur, c'est un narrateur extrêmement fin, c'est un grand psychologue, c'était un ami de Pierre Quinon, il était plus jeune, lui, que Pierre Quinon, mais il l'a accompagné jusqu'au bout, il est allé le voir lorsque Quinon était hospitalisé en détresse psychologique, il l'a accompagné jusqu'au bout, il est toujours très proche d'ailleurs de sa famille, de ses enfants, et donc il m'a fait un récit aussi extrêmement précis de la psychologie et de la vie de Quinon, avec ses hauts et ses bas, avec une forme de diagnostic psychologique extrêmement touchant,
Outre ces témoignages, j'ai évidemment rassemblé une documentation abondante. Ça, c'était l'enquête sur Pierre Quinon. Et puis j'ai fait aussi, il faut le reconnaître, une enquête sur moi-même, sur mon intimité, sur ma vie familiale, sur le rapport que j'avais à mes parents, tous les deux trop tôt disparus, et en particulier à ma mère, et ça marque la fin de l'ouvrage. Voilà, j'ai fait une espèce d'enquête intérieure que j'avais jamais menée jusque-là. Et c'est comme ça que se sont nourris ces deux récits se croisant, s'entremêlant, c'est-à-dire le récit de l'ascension et de la chute de Pierre Quinon dans le regard d'un enfant et d'un adolescent qui l'admirait, qui admirait ce champion, et lequel adolescent vit un peu par procuration dans l'admiration de ces champions, et en particulier de Pierre Quinon, pour essayer d'oublier, de surmonter un environnement familial assez sombre, et assombri en particulier par le destin tragique d'une mère, elle aussi trop tôt disparue. En fait, ce jeune adolescent qui vit dans un environnement familial assez sombre sur le plan affectif, c'est-à-dire qu'il voit sa mère sombrer et son père en fait être submergé en quelque sorte, et il voit bien que il redoute, il pressent que l'inéluctable va se produire, c'est-à-dire que ses parents, sa mère en particulier, vont disparaître trop tôt, précocement, parce qu'il voit bien que psychologiquement et physiquement, ils sont en train, l'un comme l'autre, de se consumer trop vite. Pour essayer de s'extraire de cet environnement assez sombre et de ces moments de spleen, hein, vraiment de tristesse, il vit un peu par procuration dans l'admiration de Pierre Quinon, qui est un champion qui le fait rêver. Et surtout, c'est la scène inaugurale du livre, c'est le premier chapitre du livre. Cette nuit d'août 1984, lorsque Pierre Quinon est champion olympique, ce petit garçon, enfin cet adolescent, il a 15 ans à ce moment-là, il est en Corse, dans un petit village perdu de la fin fond de la Corse, dans une petite maison, avec sa mère, qui va pas bien. Sa mère qui est enfermée dans sa chambre, qui dort, qui respire mal, et pour laquelle il s'inquiète de longue date. Il a mal au ventre tous les soirs quand il rentre chez lui, ce petit garçon, il est en vacances là-bas, mais il sait bien qu'il redoute de retrouver sa mère à chaque fois dans un triste état, sa mère qui se détruit en quelque sorte, se suicide à petit feu jour après jour. Et cette nuit-là, il est un peu perdu, ce petit garçon, enfin cet adolescent, il est tout seul devant sa télé, avec le décalage horaire, il est 2 ou 3 heures du matin en Corse, puisque la compétition a lieu à Los Angeles, et dans cette espèce de détresse un peu adolescente, il va voir s'envoler sur l'écran de sa petite télé un petit homme en bleu et voler dans le ciel californien, et il va le faire rêver en fait. Cette nuit-là, Pierre Quinon, il a fait rêver cet adolescent qui me ressemble étrangement, et à partir de là, il va vouer une reconnaissance en fait et une admiration éternelle à Quinon, qui l'a sorti cette nuit-là de quelques heures de spleen, et ça explique ensuite cette quête permanente qu'il va continuer d'avoir, c'est-à-dire essayer d'avoir des nouvelles, de suivre sa carrière, de suivre son après-carrière, et de voir ensuite lui-même d'ailleurs Quinon chuté après avoir aussi bien décollé. Et en fait, c'est un portrait en miroir. Ce sont ces deux histoires qui se croisent, qui s'entremêlent, puisque pendant que Quinon ensuite va chuter peu à peu, en ne parvenant pas à vivre et à surmonter la gloire, la notoriété, les succès, et il va sombrer dans ses désespoirs à lui, dans ses tourments à lui, cet adolescent qui va ensuite devenir adulte, lui au contraire va se construire, en fait, y compris en opposition en quelque sorte, en tout cas en s'appuyant sur cet environnement familial sombre et sur la détresse de sa mère en particulier, ça va contribuer à le construire en miroir en quelque sorte. Mes influences littéraires dans ma façon d'écrire, dans mon style, je serais bien incapable de les définir, je prétends pas m'inspirer de tel ou tel grand auteur. Ce que j'aime bien en règle générale, c'est plutôt les écritures assez sobres. J'aime les écrivains qui écrivent de façon assez sobre, qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de mots ou de très longues phrases pour essayer de faire ressentir un état d'esprit, une humeur, une souffrance, une douleur ou un bonheur à l'inverse. Après, je me suis nourri de nombreuses lectures au fil de mon existence. J'ai toujours adoré lire depuis tout petit, en fait. Donc, enfant, adolescent, y compris d'ailleurs à l'âge où qu'a le narrateur dans le Grand Saut. J'ai surtout beaucoup lu Camus. À l'époque, j'adorais Camus. J'ai toujours adoré Camus. Je crois que c'est le seul auteur dont je puisse dire que j'ai vraiment tout lu. Voilà. Jusqu'à cet été, d'ailleurs, l'été dernier, où j'avais pas lu encore, je m'en suis rendu compte tardivement, Le Premier Homme, et j'ai fait
J'ai rattrapé cet impair. J'ai lu Le Premier Homme cet été. Sinon, je pense que Camus est un des auteurs qui m'a le plus influencé, nourri en tout cas. Après, j'ai lu beaucoup de classiques, et j'aime beaucoup Balzac. J'adore Balzac, pour ce qui est des classiques. Du 19e, c'est probablement mon préféré, plus que Flaubert, Zola ou autre. J'aime beaucoup Proust aussi, même si c'est contradictoire avec le fait que j'aime bien en règle générale plutôt les phrases courtes. Mais voilà, je pense que Proust, pour ce qui est de raconter les tourments intérieurs, n'a évidemment pas d'égal. Pour des auteurs plus récents, je suis un passionné de Philippe Roth. J'aime beaucoup Philippe Roth. Et j'avoue que là, j'ai lu énormément de Philippe Roth. Mais j'ai eu aussi ma période d'auteurs américains encore plus dérangés, si j'ose dire. Bret Easton Ellis, voilà, j'ai adoré il y a quelques années en dévorer pas mal. Philippe Roth, on va dire que c'est plus permanent. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre comme auteur? Et puis comme auteur contemporain, j'aime beaucoup quelqu'un comme Eric Fotorino. J'aime beaucoup ce qu'écrit Fotorino, que j'ai la chance de connaître, et qui lui aussi d'ailleurs a su raconter, je trouve, son intimité familiale, son rapport à ses parents, etc., de façon assez sobre et pudique, tout en rendant un certain nombre de douleurs extrêmement prégnantes. Et là, je suis en train de finir le livre de Sorge Chalandon, qui est extrêmement touchant aussi, et j'ai eu le bonheur en plus de travailler avec Sorge Chalandon à Libération il y a de nombreuses années. Et son dernier livre, Enfant de salaud, sur ce père faux résistant et vrai collabo, est vraiment une merveille. Quant aux séries, alors pour ce qui est des séries, en règle générale, je dis que je regarde pas, que mon épouse ou mes enfants regardent beaucoup plus, puis en fait, quand je fais le détail, je regarde énormément. Je m'en rends compte aussi. Donc la dernière en date, celle dans laquelle je suis, que je peux vous recommander actuellement, j'ai quelques années de retard, hein, toujours, hein, j'ai toujours, voilà, je regarde les séries toujours avec quelques années de retard, c'est Viking. Je suis en plein dedans. Alors j'ai plongé dans Viking pour une raison un peu particulière, c'est que j'étais cet été en vacances en Islande, qui est un pays absolument merveilleux. J'ai découvert des paysages, des étendues désertiques, beaucoup plus de moutons que de gens d'ailleurs, et c'est souvent extrêmement reposant en fait d'échapper à la présence humaine. Et donc ça m'a conduit à me plonger dans Viking, et on le regarde un peu en famille d'ailleurs. Et voilà, Viking, c'est une série fabuleuse, quoi, qui raconte vraiment, alors à partir d'un personnage plus ou moins mythique qui a existé, mais qui est évidemment un peu brodé dans la série, Ragnar Lodbrok, la conquête de l'Angleterre en particulier par les Vikings. Il y a 7 saisons, hein, j'ai pas fini, j'en suis à la fin de la 2e, mais c'est un vrai boulot de regarder des séries, mais je vous conseille celle-là, voilà. Même si, encore une fois, j'ai pas mal d'années de retard.